C'est quoi vos indicateurs de la biodiversité? Parce que vous dites, voilà, c'est pas forcément les espèces, c'est de l'intra. C'est quoi vos indicateurs qui disent que vous avez conservé de la biodiversité? J'aimerais d'abord savoir ça avant de savoir si les sélectionneurs ont été complètement cons pendant des années. Non, les sélectionneurs n'ont pas été du tout cons, et je pense qu'effectivement, de toute façon, ils l'ont été d'autant moins que je pense que toutes ces questions-là, on ne les a pas vues venir vraiment. Je pense que le fait qu'on a sélectionné pendant des millénaires sur l'ensemble des plantes cultivées, sur l'ensemble d'une espèce, et que ça fait que depuis Vilmorin, disons pour les prémices, mais 1950 pour que ça devienne très répandu, que la sélection ne se fait plus que sur un très faible nombre d'individus au niveau mondial. Je sais que vous trouvez que vos champs sont grands, mais par rapport aux surfaces cultivées mondiales, vous admettrez que c'est une toute petite proportion. Alors l'indicateur de biodiversité, effectivement, oui, malheur c'est que là on va rentrer dans un schéma un peu technique. Si jamais vous regardez l'histoire des gènes, vous pouvez regarder ce qu'on appelle des schémas de coalescence. C'est-à-dire que si je prends deux gènes actuels, je peux regarder combien de temps il faut que je revienne en arrière pour trouver que ces deux gènes proviennent d'un même gène ancêtre. Et pour moi, l'indicateur de biodiversité, c'est la somme des longueurs de coalescence de tous les gènes. Alors, je pense que ça va dire rien à personne dans la salle. Je pense que il y en aura deux ici qui vont comprendre ce dont je parle. Et donc, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je voudrais vous dire, en tout cas, c'est qu'évidemment, c'est ni le nombre d'espèces, ni le nombre de variétés, surtout quand on s'amuse à donner des noms de variétés différents à des machins qui diffèrent par un gène ou deux. Et moi, oui, oui. Mais de toute façon, la question n'est pas là. Est-ce que vous prétendez que les surfaces que vous cultivez sont comparables aux surfaces mondiales de plantes cultivées? Que les surfaces qui sont chez les sélectionneurs sont d'une dimension comparable? La biodiversité, si je comprends bien, c'est la somme des individus différents. Non, mais la biodiversité dépend énormément de la taille des populations. Alors c'est quoi la différence? Le fait que ça dépende, pour vous, ça veut dire que c'est la même chose? Vous me dites deux variétés sont très proches à une... C'est quoi ces différences-là? À quelques gènes près, ça veut dire que si jamais je regarde l'ensemble des génomes de ces deux variétés, je trouve des distances de coalescence qui sont extrêmement faibles, c'est-à-dire que la plupart des gènes dans une variété, c'est quasiment les mêmes que dans la variété d'à côté, et puis il y a quelques gènes qui sont vraiment différents, et c'est ça que j'appelle... Alors j'ai un problème parce que quand je vais donner la parole à mon voisin, parce que je suis sûr qu'il va aussi réagir, moi quand je compare, les betteraves ont été sélectionnées depuis 200 ans, et vraiment sérieusement, on va dire, depuis, de façon intensive depuis la fin du 19e siècle. Eh bien, quand on compare les exotiques, c'est-à-dire les sauvages qui poussent au bord de nos mers, quand on compare les vieilles variétés, les variétés plus récentes, etc., c'est pour ça que je vous demande c'est quoi l'indicateur, c'est que si je regarde simplement la richesse allélique, c'est-à-dire le nombre d'allèles différents, eh bien, il n'a pas varié. C'est-à-dire qu'on en a perdu et on en a gagné. Et en fait, quand on essaye de voir ceux qui existent que chez les sauvages et pas chez les cultivés, il y en a 72 sur 30 000. C'est excessivement peu. Sur les 40 millions de SNP qu'on a vus, c'est-à-dire, en gros, pour vous expliquer, sur l'ensemble des lettres que comportent les bases que comporte le livre de la betterave, il y en a 1 sur 20 qui peuvent varier. Ce qui fait d'ailleurs que probablement celles qui ne changent pas, les 19 sur 20, c'est probablement ça qui fait que c'est une betterave. Et ceux qui varient, eh bien en fait on n'en perd pas. Et quand on en perd peu, et en fait ils s'en créent. Et ça c'est uniquement des SNP. Mais en fait je pense que la sélection est dynamique, et ça je vous rejoins complètement. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour expliquer, je ne suis plus darwinien depuis longtemps, c'est-à-dire que j'estime que justement il y a de la dynamique, mais les faibles, et même ceux qui ne se reproduisent pas, participent à l'évolution, mais ça serait un long débat. Mais en tout cas ce qui est assez intéressant, c'est que même un sélectionneur, avec toute humilité, c'est-à-dire que même s'il sélectionne sans être très bon, sans être très efficace, le génome de la plante qu'il aura en face va se domestiquer tout seul. C'est-à-dire qu'il va dupliquer ces gènes, il va varier, pas forcément le nombre de gènes, mais aussi la quantité de gènes. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que quand on me dit la diversité, elle est quoi? Effectivement, si la plupart des sélectionneurs vous diront la durée d'une variété, c'est de l'ordre de 3 à 5 ans maximum. Et donc, les variétés changent tout le temps. Et donc, quelque part, la biodiversité dans le temps, je réponds à ce que vous dites. Si vous dites, non, c'est quand même les individus et aussi les espèces. Moi, d'ailleurs, je vous rejoins. Je pense que l'agriculture a besoin d'avoir beaucoup d'espèces et aussi beaucoup de variabilité dans l'espèce. Mais ça, c'est pas lié tellement... moi, j'ai pas d'indicateur très clair de la mesure de la diversité. C'est pour ça que
Je pense qu'il faut vraiment, on y travaille. C'est-à-dire que j'en ai, mais je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent. Et c'est très important, parce qu'il ne faut effectivement pas faire de cul-de-sac. Mais je ne suis pas certain que quoi qu'on fasse, on soit si délétère que ça. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme les bouquins. On a évolué vers des bouquins qui sont écrits avec des mots qui sont un peu plus modernes que les bouquins anciens, mais ils racontent des histoires, et les histoires sont toujours nouvelles. Et elles évoluent. Et c'est le côté dynamique. Et l'important pour moi, c'est surtout d'avoir beaucoup de bouquins et beaucoup d'écrivains. Le fait d'en garder des vieilles, ça fait des musées, et là, alors là, je vous rejoins complètement. C'est utile, c'est une diversité utile, mais dans des musées. Et puis pour servir d'inspiration pour les autres. Mais sincèrement, moi, je milite depuis longtemps pour les ressources génétiques dynamiques, et d'ailleurs, vous l'avez vu avec le programme qu'on développe, qui a aussi beaucoup de critiques vis-à-vis des extérieurs, donc on est dans le même bateau sur certains points. Mais voilà, c'est quand même très compliqué d'essayer de décrire ce qu'est de la diversité. Une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il ne faut pas refaire la communication qui a été faite au démarrage des OGM. Ça rejoint un peu ma remarque de tout à l'heure. Si on y va en expliquant que c'est ça qu'il faut et qu'en dehors de ça, il ne pourra rien se passer, que l'agriculture est finie, qu'on n'arrivera pas à nourrir le monde et qu'on ne répondra pas aux enjeux, déjà, je pense qu'on fait fausse route. Si on y va avec une communication sur la technique, le genome editing, c'est génial. Non, je sais ce que je vous ai dit tout à l'heure, le genome editing, il peut faire des trucs géniaux, mais il peut faire des trucs qui ressemblent à de l'OGM ou voir des choses dont on ne veut pas entendre parler. Donc, les gens aujourd'hui sont informés. Donc, vouloir leur dire le genome editing, c'est génial, on est plus précis que ce qu'on savait faire et il n'y a pas de problème, ils vont vite se rendre compte que s'il peut y avoir des problèmes. Donc, la position que nous, on avait en termes de communication était plutôt de dire on va essayer d'expliquer déjà ces différences. Et ça, pour le grand public, ça va être compliqué d'expliquer ça, mais il faut faire cet effort pour distinguer les choses. Et après, dans ce que l'on va considérer, nous, dans notre branche, éthiquement ou économiquement intéressant, d'aller le prendre par l'application. On va faire du genome editing? Non, on va faire du genome editing pour améliorer la santé des animaux dans tel cadre, avec tel bénéfice pour la société, tel bénéfice pour l'éleveur, tel bénéfice pour l'animal. Et c'est là qu'on peut peut-être espérer emporter le morceau, au moins sur certaines applications. Mais la communication, elle ne doit pas être générique sur l'outil. Si on fait ça, on va se planter, et c'est ce qui s'est passé avec les OGM. Premièrement, sur les OGM et sur CRISPR, d'ailleurs, il y a un point commun pour moi, c'est le problème du brevet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. C'est vraiment, pour moi, un élément essentiel de la durabilité de l'agriculture. Le brevet, c'est l'ennemi de la diversité. C'est l'ennemi de la capacité pour n'importe quel sélectionneur de reprendre des génomes et de l'utiliser dans ses propres schémas de sélection. Donc, si CRISPR-Cas9 n'est pas breveté, moi, j'aurais zéro reproche à faire à CRISPR. Enfin, sous réserve qu'on prenne un certain nombre de précautions, mais j'aurais zéro reproche global à faire à la technique. Mais si jamais elle aboutit à tous les coups à des brevets, alors là, pour moi, elle posera exactement les mêmes problèmes que n'importe quel OGM. Voilà, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, pour vous parler de communication, je pense qu'effectivement, plus on mettra en œuvre des processus qui ressemblent à des processus naturels dans les agrosystèmes, moins on aura de problèmes de communication. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, si jamais on emploie plus de biocontrôle, si jamais on emploie plus de diversité dans les variétés ou de diversité entre espèces dans les champs pour gérer les problèmes d'environnement, je serais étonné qu'on ait des gros problèmes avec la communication dans ces domaines-là. Voilà. On est encore en amont par rapport à délivrer les produits sur le marché. C'est-à-dire qu'on a plus de temps pour gérer cette phase de communication avant que l'innovation n'arrive sur le marché. En tout cas pour l'Europe, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des technologies qui sont aussi moins élitistes d'un point de vue qui peut les mettre en œuvre au sein du secteur privé et bien sûr aussi au sein du secteur public. Donc il y a un côté universalité qui, à mon avis, rajoute non pas forcément de la crédibilité, mais en tout cas facilite plus la communication que lorsque c'était à la grande époque, Ciba ou Monsanto, pour ne parler que de ces deux-là. Donc je crois qu'en matière de communication, on est déjà plus serein. Ceci étant, on est encore dans une phase où c'est très 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 sensible par rapport à l'amalgame avec les OGM. Et donc les sociétés, l'interprofession, pour parler de l'UFS par exemple en France, on est encore beaucoup à essayer d'influencer le législateur et pas trop à parler vis-à-vis du consommateur. C'est la position pour la France. Aux États-Unis, il y a une position qui est complètement différente. La réaction américaine, la réaction, on va dire, australienne et la réaction européenne, avec les uns jugeant du procédé et des outils, c'est-à-dire on est OGM ou pas suivant les outils, les procédés, les autres jugeant sur... Qui est-ce qui parle des outils? L'approche Alors, les outils, c'est plutôt les Australiens, etc. Les Américains, c'est plutôt les produits. C'est-à-dire, est-ce que le produit, finalement, à la fin, est différent ou pas?
Et puis les Européens, qui adorent être compliqués, mélangent les deux. Donc, ce qui fait qu'à la fin, il n'y a plus grand-chose de permis. Donc là c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on est dans une technologie qui rajoute une chose, c'est traçable, non traçable. C'est-à-dire que le produit, il mime, et je pense qu'on l'a fait bien comprendre dans les différents exposés et interventions. En gros, quand on va avoir à traiter beaucoup de gènes, on ne va pas faire des CRISPR-Cas9 ni rien, on va faire la sélection génomique. Et si on va traiter un gène bien particulier qu'on va vouloir corriger, qu'on va vouloir modifier parce que ça va avoir un intérêt métabolique, peu importe, là on va utiliser le CRISPR, et maintenant on sait faire plusieurs CRISPR à la fois. Donc on n'est plus à un CRISPR à la fois, mais plusieurs. Mais malgré tout, on est en train de diverger sur deux technologies, ou deux stratégies en tout cas, différentes suivant la complexité des caractères. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on fait simplement du knockout ou de la mutagénèse ciblée spécifique de l'édition de gènes, c'est-à-dire changer quelques SNP, quelques lettres si vous préférez, c'est pas du tout pareil que d'introduire de l'ADN externe. Donc il y a quand même une discussion sur ça, sachant que introduire de l'ADN externe, c'est compliqué puisque ça peut être simplement utilisé comme une matrice et donc copier finalement ce qui existe et donc revenir au premier cas, ou carrément introduire quelque chose de nouveau qui aura été piqué dans quelque chose qui ne se croise pas, dans une bactérie ou peu importe. Donc je pense que ça c'est important parce que ça veut dire qu'on arrive dans un système déclaratif. Les OGM au sens classique du terme, on peut les tracer. Quand vous êtes résistant au Roundup, vous avez un gène, on vous fait une analyse de plante et on vous analyse cette caractéristique par la vérification de l'existence de ce gène. Là, si vous dites, écoutez, j'ai obtenu cette mutation, ou je l'ai fait par génie génétique, si c'est une mutation qui est simplement de la copie, entre guillemets, de l'imitation de ce qui existe déjà dans l'exotique ou dans une autre plante qui est beaucoup moins intéressante, ou dans une race qui est autre, eh bien, qui va vous dire que vous l'avez obtenu naturellement ou pas? Le produit devient déclaratif. C'est-à-dire, je vous déclare que je l'ai obtenu par telle procédure. Donc c'est très compliqué. Et là, c'est pour ça que l'Europe prend un peu de temps avant de s'exprimer. Heureusement, on a eu des belles paroles de la Cour de justice qui nous a dit, voilà, finalement, quand c'est de la mutation classique, puisque dans la première déclaration est-ce qu'on est OGM ou pas, et c'est bien là la question, est-ce qu'on va être qualifié d'OGM ou on ne va pas l'être? Malheureusement, souvent, ce n'est pas du tout des décisions techniques. Je vous rappelle, le premier article de ce qu'est un OGM ou pas, c'est l'homme n'est pas un OGM. Donc vous pouvez lui mettre un gène d'éléphant, si ça vous amuse, ça ne sera pas un OGM. Donc c'est vraiment une question juridique, en fait. On n'est pas dans l'explication technique. Alors évidemment, nous, en tant que scientifiques, on est bien d'accord avec vous. Scientifiquement, la réponse est relativement simple. Relativement, il y a quand même des choses compliquées. Mais la décision reviendra toujours au juridique et en gros au peuple. Et nous, on fera en fonction de ce qu'ils diront. Mais dans l'absolu, ils auront quand même cette difficulté de pouvoir vérifier. La traçabilité, c'est vraiment du déclaratif. Ouais, Monsieur Chimel, ouais. Oui, moi juste un petit complément. Je l'évoquais moi dans mon intervention, cet aspect juridique justement, en disant que ça pouvait nous amener à des contraintes, mais par rapport à l'application que dans le domaine animal on imagine pouvoir en faire, la position de l'Europe ne nous semble pas être contraignante si elle finit par être scalée. Parce qu'elle va juste nous interdire effectivement d'amener des gènes provenant d'autres espèces dans notre animal. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour répondre aux enjeux de demain? J'en suis pas forcément toujours persuadé. Ça peut avoir des intérêts, mais quand vous dites on ne répondra pas aux exigences en phyto, mais on pourrait me poser la même question, résistance antibio, etc. On ne répondra pas à la limitation des antibiotiques si on n'est pas capable de faire du genome editing. Personnellement, c'est mon avis personnel, je ne partage pas. C'est des positions qui ont été tenues à un moment donné au moment de lancer des OGM, et on a vu que ça a amené plutôt à une opposition frontale. Donc, tout le genome editing n'est pas acheté, mais tout le genome editing n'est pas forcément bon.
Et il peut y avoir des débats. Et quand on va parler de forçage génétique, alors, on en fait quoi? Le forçage génétique, c'est finalement de créer un OGM un individu dans lequel on a intégré une cassette qui va lui permettre de s'auto-éditer et d'auto-éditer ses descendants. C'est génial pour le progrès génétique. En 3 générations, la population est homozygote pour la mutation. C'est génial pour lutter contre le paludisme. Vous pouvez faire ça pour rendre les moustiques stériles. OK ? Mais vous allez aussi détruire les moustiques de la planète. En quelques générations, il n'y en a plus. Et si vous vous appelez Al-Qaïda et que vous faites ça sur du blé et que vous le rendrez stérile, on fait quoi? Donc voilà, il y a un tas d'enjeux éthiques, un tas d'enjeux économiques. Bon, voilà. Mais en tout cas, nous, du côté animal, le forçage génétique ne nous fait pas rêver à ce stade-là. Et on se dit qu'entre la sélection génomique qui nous permet d'améliorer assez fortement et assez rapidement, finalement, on a réduit l'intervalle de génération, on a réduit l'entonnoir dont parlait Bruno Després tout à l'heure, puisque un taureau testé, normalement, on mettait 4 ans à 5 ans pour avoir son testage sur descendance, etc. Donc un temps de génération de 5 ans, au minimum 5 à 6 ans. Aujourd'hui, le taureau, il est évalué dès sa naissance. Donc on sait très bien ce que l'on va utiliser. Donc toutes les gènes, toute la diversité génétique existante au sein des races peut être exploitée par la sélection génomique en allant assez vite, du moment que les allèles sont fréquents. Le genome editing va nous servir à faire de l'introgression plus rapidement ou à exploiter peut-être demain des mutations qui sont à fréquence rare, faible, et qui, elles, sont mal captées par la sélection génomique. Donc voilà. Ça peut être complémentaire. Pour nous, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas qu'on s'en prive. Mais on ne considère pas, nous, que sans cet outil-là, on n'arrivera pas à vivre et on ne fera plus de progrès. L'agriculteur va être acteur d'abord parce qu'il va avoir tous les outils de diagnostic. Oui. Et donc, ça nous sert, nous, à améliorer, mais ça va lui servir, lui, à nous apporter son auto-diagnostic, on va dire, en nous apportant ça. Et quelque chose qu'on n'a pas dit du tout, mais qui est quand même en train d'évoluer beaucoup, c'est que la génomique n'est pas liée uniquement à nos produits, c'est-à-dire les plantes de grande culture ou les animaux, mais elle est aussi liée à leur environnement. C'est-à-dire qu'on va décrire... en fait, on ne va plus vendre de la génétique, on va vendre des génétiques. On va vendre des microbiotes du sol, on va vendre des microbiotes de l'intérieur du rumen de la vache. On va spécifier tout ça. Et bien entendu, avec le conseil, comme il va y avoir du diagnostic plus personnalisé, c'est un peu la médecine personnalisée, quelque part. On va répondre à ça. Alors, ça sera quand même en opposition avec, c'est un petit peu sous-jacent à ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que juste avant, vous disiez, on va pouvoir prendre parmi les variétés celles qui seront le mieux adaptées à l'agriculteur, et aussi collectivement, c'est-à-dire la gestion, par exemple, de résistance aux maladies sur un territoire, ce qui est aussi un cas un peu plus compliqué qu'on aurait pu appliquer et qu'on n'a pas appliqué avant. Mais au-delà de ça, on voit bien que le Conseil va devoir se heurter à une chose qui est le minimum rentable de produits par marché. En gros, on ne peut pas descendre en dessous d'une niche. Faire des produits uniquement pour une personne, ça paraît un peu compliqué. Mais pour un groupe de personnes, oui. Donc on va quand même pouvoir descendre. Et ça, c'est fantastique. La course au rendement, telle qu'on le vit en tant que sélectionneur, c'est que chaque année, on veut apporter du progrès génétique mesuré en valeur moyenne par rapport à ce qu'on a fait sur 3 ans d'expérimentation. Et du coup, on a un cycle produit où pendant 2 ans, c'est en croissance si ça marche au départ. Après, pendant 3 ans, c'est à plateau. Et puis après, ça décline. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, si vous vous souvenez dans l'équation, l'erreur expérimentale, il y a quelque chose à exploiter qui n'est pas lié qu'à la génétique. Donc si du coup, on fait une bonne analyse de cette variable-là, on va pouvoir stabiliser le rendement, l'augmenter, pas seulement via l'effet génétique, puisqu'on continuera à pousser de toute façon la meilleure génétique, mais on va permettre à l'agriculteur d'être en mesure de mieux exploiter le potentiel dans le contexte de la parcelle et en temps réel. Parce que je crois que c'est aussi ça, c'est le côté synchronisation. Un agriculteur va tester une nouvelle variété, traditionnellement, il va se faire une idée au bout d'1 an, il va en faire un petit peu plus l'année d'après, et en 3 ans, il offre 60% de ses parcelles à ça. Mais ce cycle-là va se concentrer et s'accélérer, je pense. Dans le domaine animal, ce qui est produit principalement, c'est de la semence de taureau. Et après, l'éleveur est déjà libre aujourd'hui d'utiliser ce taureau sur ses vaches et de faire ses accouplements. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même logique, on va dire, que dans le végétal. Mais votre réflexion m'amène à penser que vous allez tout doucement arriver finalement dans un même mode de fonctionnement que ce que l'on peut avoir chez l'animal. Et donc nous, la sélection génomique, elle sert à sélectionner des taureaux, mais elle sert aussi à évaluer des vaches dans les élevages. Les éleveurs font du génotypage, exploitent ça.
ont des informations sur leurs vaches et ça permet ensuite de gérer les accouplements. Et donc, quelque part, la génétique, chez nous, on a une gamme de taureaux qui sont diffusés et les éleveurs vont jouer sur cette gamme en fonction de leurs objectifs qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Avec certains élevages où ils ont un vrai problème de mamite, donc ils vont sélectionner des taureaux qui sont plutôt améliorateurs sur la mamite en mettant moins de poids sur le lait. D'autres vont faire d'autres choix. Mais malgré tout, on a déjà cette diversité, mais on sent bien aussi qu'on va aller de plus en plus vers la prise en compte d'une évaluation par type d'environnement pour travailler avec les interactions génotype-milieu et ce genre de choses. Et ça, c'est des choses que vous faites déjà, vous, à travers des variétés. Nous, on ne le faisait pas parce qu'on travaillait en moyenne sur des taureaux, dans des environnements moyens. Mais derrière, l'éleveur avait un choix dans un catalogue pour gérer son accouplement. Donc aujourd'hui, on est en mesure de développer des scripts qui vont moduler la densité pour le même hybride au sein de la parcelle en fonction de caractéristiques définies, collectées par l'agriculteur ou disponibles publiquement, peu importe l'historique des données. Là, l'étape d'après, ce sera la modulation de densité de plusieurs hybrides au sein de la même parcelle. L'étape d'après, vous croiserez ça avec une fertilisation modulée, une application. La vision de la solution intégrée, c'est celle-là. C'est le script, c'est l'application à la parcelle, simple pour l'agriculteur, de toutes ces modulations de facteurs, de façon effectivement à optimiser ce qu'il a dans sa parcelle sur la base des connaissances qu'il a. Le règlement européen a décidé en ce début d'année 2018 de déclarer l'acrylamide comme potentiellement toxique. Le problème, c'est que potentiellement toxique, ça veut dire quoi? Alors l'acrylamide, c'est un produit qui est formé lors de la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est ce que vous faites tous quand vous cuisez quelque chose. Donc vous allez faire un barbecue, vous allez faire quelque chose, il y a des protéines, il y a des sucres, les protéines et les sucres réagissent et vous donnent ce bon fumet de barbecue, de rôti, etc. Mais ça donne aussi quelques produits potentiellement toxiques, puisqu'ils n'ont toujours pas été vérifiés comme toxiques. Mais bon, peu importe, l'Europe nous met des règlements et nous dit, dans les chips, dans les frites, dans le café, dans tous ces produits qui sont cuits et torréfiés, qui ont des tas de bons goûts, il y a de l'acrylamide et il faut le diminuer. Et l'acrylamide est produit en particulier quand il y a un acide aminé qui s'appelle l'asparagine, avec un sucre simple qui est glucose, fructose ou saccharose. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de plantes qui ont l'asparagine et de l'autre côté, ce genre de choses. Eh bien, on peut sélectionner pour ça. On peut diminuer l'asparagine, on peut diminuer les petits sucres, et on finit par en fait améliorer la capacité à produire des protéines et ne pas avoir ces petites briques d'acides aminés. Elles sont directement utilisées. Donc ça, la sélection fait un progrès là-dessus. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que vous avez évoqué derrière, c'est qu'en fait, en faisant ça, on a aussi amélioré la capacité à réutiliser l'engrais azoté, puisque l'engrais azoté est nécessaire pour faire des protéines. Et en fait, en baissant légèrement l'azote, on arrive à faire une quantité de protéines équivalente, mais un peu moins de briques qui se baladent, et donc un peu moins d'acrylamide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une sélection classique, avec des connaissances, on peut demander à l'agriculteur de changer. C'est un peu ce que vous faites avec les densités, changement de densité, etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment... Là, on va toucher le conseil, non seulement sur la capacité génétique à faire des tas de choses, mais ça va avoir une influence sur la façon dont on va les cultiver. Et ça, c'est colossal. Et ça va aussi avoir une influence sur le process industriel, parfois. Le changement climatique, on voit bien que quand même la température va monter, donc un certain nombre de parasites qui étaient plutôt dans le sud remontent. Donc on peut se dire que sur les moutons ou sur les bovins du sud de la France, il faudrait qu'on arrive déjà à anticiper qu'il y aura telle ou telle zoonose et qu'il faudrait produire des animaux résistants à ça. On imagine qu'il peut y avoir des problèmes de sécheresse et donc des animaux qui vont peut-être être plus résilients, c'est-à-dire être capables de passer une période un petit peu difficile sans pour autant arrêter leur production, sans pour autant arrêter leur reproduction. Et ils se mettent un peu en stand-by, mais ensuite, quand les conditions reviennent, l'animal redémarre. Une forme de résilience. Voilà, c'est de la résilience, de la robustesse, de la résistance aux maladies. Voilà. Mais plus clair que ça, c'est quand même compliqué parce que les scénarios n'y vont pas, ne nous permettent pas d'avoir plus d'infos. Et après, par contre, ce que l'on commence à faire, c'est répondre à la problématique du changement climatique parce que les bovins, les ruminants sont mis sous le feu des projecteurs parce qu'ils produisent du méthane. Donc là, en termes de sélection génétique, on commence à travailler sur des programmes qui vont nous permettre de réduire la production de méthane par un volet génétique. Ça sera long,
mais ça a une bonne héritabilité. C'est aussi facile à sélectionner, ou plus facile même à sélectionner que de la fertilité ou de la reproduction. Et ça sera cumulatif. Donc sur plusieurs années, on devrait pouvoir faire des choses. Donc en combinant des approches nutritionnelles et des approches génétiques, on devrait pouvoir répondre à ces exigences de diminution de 20% des productions de méthane, des choses comme ça.